De nombreux Français se tournent désormais vers ces médecines dites alternatives, thérapies douces, qui étaient assez marginales encore il y a quelques années. Eh bien, c'est le sujet du dernier numéro du Figaro Santé, notre partenaire aujourd'hui. Bonjour Aline Richard. Bonjour. Vous êtes justement rédactrice en chef du Figaro Santé. Alors, dans ce numéro, vous abordez beaucoup de choses, des thérapies douces comme l'hypnose, qui a fait ses preuves dans bien des indications, jusqu'à des soins bien plus obscurs. C'est quoi l'objectif de ce numéro ? Alors, c'est un objectif important parce que de plus en plus en France et ailleurs dans le monde, on se tourne vers ce qu'on appelle les médecines alternatives. Vous pouvez les appeler les médecines complémentaires, les médecines douces, il y a pléthore de termes. Pourquoi ? Simplement parce que on veut tous se faire soigner. On veut tous se faire soigner par des médecins qui connaissent la médecine et qui connaissent le corps humain et la psyché. Oui, mais on a aussi besoin de médecins qui nous parlent et à qui on peut parler. Et ça, dans nos temps modernes, ça devient de plus en plus difficile, et pas seulement à l'hôpital, également en médecine de ville. Donc on se tourne vers d'autres thérapeutes qui prennent le temps de nous parler et qui nous proposent d'autres choses. Alors, le Figaro Santé a voulu s'y intéresser parce que c'est très populaire et parce qu'il nous semble qu'il faille guider les patients, guider les Français pour éviter les sectes, pour éviter les charlatans et pour se tourner vers ce qu'il semble le mieux pour eux. Alors avec nous également le docteur Patrick Lemoine qu'on a entendu. Rebonjour à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et vous avez sorti ce livre dont on a parlé ici, Médecine douce pour temps dur chez Buchet-Chastel. Alors docteur, pourquoi cet engouement assez récent d'ailleurs des Français pour ces médecines dites alternatives ? Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous sentez que vos patients veulent se soigner autrement ? Juste un petit mot auparavant sur cette notion de médecine alternative. Vous savez, dans notre cerveau, on a un incroyable laboratoire pharmaceutique qui est capable de faire tous les endomédicaments du monde, contre la fièvre, contre les microbes, contre le cancer, on peut tout combattre. Donc théoriquement, la vraie médecine, c'est celle qui met l'organisme dans les conditions pour fabriquer lui-même ses propres endomédicaments, pour parler de jargon scientifique. Et donc, selon moi, prescrire des médicaments ou faire de la chirurgie, c'est ça la médecine alternative. La vraie médecine, c'est la première. Bon, c'est un tout petit préalable. D'accord. Simplement, donc cet engouement, puisque en Occident, effectivement, docteur égale comprimé, enfin bobo, docteur, comprimé, guérison, c'est le schéma, c'est le conditionnement habituel depuis notre naissance. Et il y a un engouement pour une raison simple, c'est qu'en effet, dans une société presse-pilule, eh bien, ça le fait plus. Les gens, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec Aline, ont besoin de plus de temps, plus de paroles. C'est ce qui fait le succès de l'homéopathie, qui n'a rien prouvé d'un point de vue scientifique. Si ce n'est peut-être un effet placebo ? Mais qui a tout prouvé, parce que ce sont les meilleurs pour avoir optimisé l'effet placebo, donc la fabrication des endomédicaments. Justement, l'effet placebo, vous en parlez dans le Figaro Santé. Aline Richard, comment est-ce que ça fonctionne sur notre organisme, cet effet ? Qu'en dit la science ? Alors, la science en dit un certain nombre de choses qui sont intéressantes ou pas intéressantes d'ailleurs. On explique dans le Figaro Santé que en fait, l'effet placebo, bon, c'est quoi l'effet placebo ? C'est simplement l'effet sur le corps ou la psyché d'une substance non active ou d'une procédure non active. Vous pouvez avoir, par exemple, de la fausse chirurgie, ou de la fausse acupuncture. C'est plus difficile parce que quand même... On le sent, il y a des aiguilles. Par laser, ça se fait. Par laser, il paraît que ça se fait, oui. Donc c'est ça l'effet placebo. L'effet placebo, en fait, il est partout. Il est partout et il naît de la relation de soins et de la relation humaine qui lie un patient et son malade. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Très souvent, et on l'explique dans le numéro, très souvent, c'est regarder avec condescendance, voire un peu de mépris. Alors, il y a ça, c'est très désagréable parce qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait noble. Il y a aussi des études, de nombreuses études qui essayent de regarder ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce que vraiment c'est intéressant ? C'est pas sûr que ce soit intéressant de voir que là ça s'allume et là ça s'allume pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conditions dans lesquelles cet effet nous fait du bien. Par exemple, il y a des études très récentes aux États-Unis, par exemple savoir si on ressent plus de bienfaits si on est soigné par un homme, une femme, un vieux, un jeune, etc., etc. C'est tout à fait le soin. Ah, c'est dingue. Docteur Lemoine, dans votre spécialité qui est le sommeil, alors là aussi il y a beaucoup de solutions dites naturelles. Et en plus, là pour le coup, les preuves s'accumulent désormais. Je crois que notamment il y a des choses qui fonctionnent très bien. La phytothérapie par exemple.
Oui, par exemple. Mieux que les somnifères ? C'est-à-dire que dans notre spécialité, effectivement, sur le sommeil, on a une grande chance, c'est qu'il n'existe pas de médicaments somnifères. Puisque ce qu'on vend comme somnifère, c'est une escroquerie intellectuelle, puisque somnisférer, ça veut dire qu'il apporte le sommeil. Il n'existe pas de médicaments en pharmacie qui apportent le sommeil, il n'existe que des anesthésiques légers, qu'on appelle des produits anti-éveil. Donc, ils n'apportent pas les bénéfices du sommeil, pourtant le sommeil, ça permet de vivre vieux, de combattre le cancer, les infections, l'infarctus, etc., plein de choses. Donc, on est obligé, finalement, nous, dans le sommeil, de se tourner vers d'autres solutions. Douces, donc, et qui fonctionnent. Physiologique, j'aime mieux ce terme que douce ou naturelle ou alternative. Et physiologique. Qu'est-ce qui marche, par exemple ? Alors, ce qui marche évidemment le mieux, c'est ce que moi j'appelle l'hygiène des rythmes. C'est la base, c'est-à-dire la chronothérapie. On se fonde sur les rythmes. Et donc la lumière en fait partie. Et le deuxième atout de l'hygiène des rythmes, c'est la mélatonine à libération prolongée. Pas les autres. Et la mélatonine à libération prolongée est quand même une base pour le sommeil. Ensuite, il y a les plantes, comme vous l'avez dit, Julia. Valériane. Alors, la valériane a un très bon niveau de preuve. Très bon niveau de preuve. C'est une des stars en psychiatrie avec la passiflore qui a une autorisation de mise sur le marché européenne, ce qui est unique pratiquement, et qui dans certains pays comme la Belgique et l'Espagne est sur ordonnance avec remboursement par la Sécu. Donc dans le sommeil, valériane, escoltia ou pavot de Californie sont un peu les deux stars. Aline Richard, dans le Figaro Santé, vous avez un article sur les patients atteints de cancer qui aussi sont nombreux à se tourner vers les médecines dites douces, notamment pour alléger tous les effets secondaires des traitements. Qu'est-ce qu'elles peuvent concrètement, ces médecines alternatives, pour ces patients-là ? Elles peuvent vraiment beaucoup, à condition, bien entendu, de pas négliger les traitements conventionnels. Quand vous avez une tumeur et qu'elle est à un stade avancé, on soigne pas ça si vous faites pas de chimio, vous mourrez. Donc ça, ceci étant dit, les médecines complémentaires qui peuvent aider les patients, elles sont très nombreuses. Elles sont de l'ordre à la fois de la relaxation, elles peuvent être de l'acupuncture, elles peuvent être de l'ostéopathie. Il y a tout un panel qui est proposé aux patients. Et y compris d'ailleurs par les médecins hospitaliers qui ont bien compris qu'aujourd'hui, il faut aider quelqu'un à ne pas avoir trop de vomissements ou à se sentir pas bien. La seule chose, et ça c'est très important, je pense de le répéter, il faut que ça se fasse en transparence vis-à-vis de son médecin et de son équipe médicale, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on fait. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Lemoine ? Un petit bémol en matière de cancérologie. Il y a pas mal d'études qui semblent indiquer que si on est en cours de chimiothérapie, prendre un produit antioxydant, ça peut être des plantes, ça peut être des compléments alimentaires, peut détruire l'effet de la chimiothérapie. Et donc, certaines études montrent une mortalité très augmentée avec des trucs tout bêtes de consommation courante. Donc, il faut être très prudent. Surtout, ne rien prendre sans l'avis du cancérologue. Très bien, c'est un message important. On n'en a pas terminé avec vous deux. On va continuer cette mise au point sur les médecines alternatives. On va voir ensemble comment démêler le vrai du faux. Quels sont les bénéfices, par exemple, du cannabis médical, de l'hypnose ou encore de la sophrologie ? Y a-t-il des risques également avec certaines de ces pratiques ? Car naturel ne dit pas sans danger. On vous en dit plus dans quelques minutes, alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, nous faisons une mise au point sur les médecines alternatives, un dossier en partenariat avec le Figaro Santé, dont vous êtes la rédactrice en chef, Aline Richard. Avec nous également en studio, le docteur Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et l'auteur du livre Médecine douce pourtant dure chez Bucher-Chastel. Alors Aline, je reviens vers vous. Dans le magazine, vous parlez du cannabis médical. De plus en plus de pays l'utilisent. En France, on le sait, son potentiel est en cours d'expérimentation. Dans quelle indication précisément ? Alors c'est une affaire importante, parce que la France a un petit peu de retard, en tout cas du point de vue de la recherche sur ces molécules qu'on appelle les cannabinoïdes. Il y a une étude qui a été lancée et qui concerne 3000 participants, 3000 patients, sur ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, les douleurs du système nerveux. Donc pas toutes les douleurs, c'est important. Pas la lombalgie, quoi. C'est important de le préciser parce que cette étude, d'après ce que j'ai pu me rendre compte en enquêtant, cette étude rencontre un succès absolument incroyable. Tout le monde veut y participer parce que tout le monde a entendu parler des effets antidouleurs de ces molécules. Et qu'est-ce qu'il en est ? Il faut absolument pouvoir le vérifier. Donc l'étude va durer 2 ans.
et on va peut-être en savoir un peu plus sur ces douleurs neuropathiques. Il y a un patient qui témoigne dans le Figaro Santé, qui participe à cette étude. Quels sont les avantages pour lui? Il a quoi d'ailleurs ce patient, et quels bénéfices il en tire déjà peut-être? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens en consomment. Moi, je connais dans mon cercle, y compris au journal Le Figaro, des gens qui fument des joints le soir. Au Figaro? Au Figaro. C'est un scoop. Les gens fument des joints Pour parce se calmer. qu'ils ont mal Ouais. et que ça leur fait du bien. Ouais. Ça, c'est un fait avéré. Dans l'étude, c'est pas sous la forme fumée, hein, c'est pas du des tout. joints, Pas soyons du tout. clairs. C'est quelque chose de très sérieux, de très calibré, avec placebo, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ces substances en espérant avoir moins mal. Avoir moins mal. Mais vous, docteur Lemoine, le cannabis médical, vous en pensez quoi? Alors, tout dépend de si on parle de ce qu'on appelle le CBD ou le THC, qui n'ont pas le même usage Alors, vous pouvez nous exactement, rappeler et qui sont deux substances actives tirées du cannabis. tout D'accord. simplement. Donc le CBD, ça c'est légal? Donc, le CBD est en vente libre, il y a même des Il magasins y en a maintenant partout. qui le Hein, vendent. ouais. Et alors, dans mon domaine qui est le sommeil, c'est pas bouleversant les études, sauf qu'il y a des personnes qui dorment mal parce qu'elles ont mal. Elles ont des douleurs. Et là, effectivement, il semblerait bien quand même que dans certains types de douleurs, notamment la sclérose en plaques, mais dans d'autres domaines neuropathiques, effectivement, mais encore dans d'autres domaines, les gens se remettent à dormir parce qu'ils n'ont plus mal. Donc on s'oriente vers une indication plutôt pour les douleurs neuropathiques. Plus que le sommeil. Là que c'est vraiment démontré. Le THC a des actions un peu complémentaires. Donc en général, on commence par le CBD. Ensuite, on va plutôt vers le THC en essayant de faire des cocktails. Mais THC, c'est pas interdit? THC médical, bien sûr. Ah oui, médical. Sinon, c'est effectivement interdit parce que c'est de la drogue, en fait. Ouais, c'est ça, je me disais, de la drogue. qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train Non, de faire? médical, c'est pas en vente libre du tout. Alors, contre l'anxiété, là, on a dit qu'il y a des gens qui en consommaient, notamment du CBD contre l'anxiété. Il y a aussi la sophrologie, vous en parlez dans le Figaro Santé. Aline, on peut rappeler en quelques mots ce que c'est la sophrologie? C'est un ensemble de techniques qui participent de la relaxation du corps et de l'esprit. Par exemple, on peut faire de la visualisation mentale des parties du corps, ça détend. Tout un ensemble de choses qui sont plus ou moins fluctuantes d'ailleurs selon les thérapeutes et qui ont montré une certaine efficacité, en tout cas pour des situations un peu d'angoisse. Par exemple, quand vous allez vous faire opérer ou vous allez chez le dentiste, vous pouvez faire un peu de sophrologie. Et par rapport à l'hypnose, par exemple, vous en parlez également de l'hypnose, c'est de plus en plus utilisé dans le cadre même des hôpitaux? Alors c'est utilisé dans le cadre des hôpitaux, de plus en plus je ne crois pas, je ne suis pas sûre, parce que tout simplement, c'est pas que les médecins n'ont pas envie de l'utiliser, c'est que ça prend du temps d'hypnotiser quelqu'un. Il paraît qu'on peut faire des opérations sous hypnose. On peut faire des opérations sous hypnose. Les Chinois, de façon très célèbre, ont montré des choses. Même en France, ça se fait. À l'Institut Curie, moi j'ai assisté à une mastectomie sous Tout à fait. hypnose. En fait, on peut l'utiliser pour réduire les doses d'anesthésie. Oui, il y avait du local avant, quand même. Hein, voilà, bien sûr. Avant l'opération, et donc ça, c'est utilisé. Docteur Lemoine, moi, je suis enseignant donc au DU diplôme d'hypnose ou de universitaire sophrologie d'hypnose à Lyon. Et clairement, les gens qui se forment le plus sont les dentistes. Ouais. Parce qu'on arrive à parce qu'on les aime pas et qu'ils nous font mal. Absolument. Non, mais c'est vraiment important. Les anesthésistes également sont des bons clients de ce DU, et puis beaucoup de généralistes. Donc je pense que l'efficacité est Et indiscutable. nous ici, on les aime beaucoup, les dentistes. Hein. Ah non, je croyais que vous aimez bien les anesthésistes. Aussi. On aime tout le Même monde si ici. on ment comme des arracheurs de dents. Quand même. Alors Aline, vous faites aussi un point sur la mésothérapie. Ce sont, je le rappelle, des micro-injections de substances actives dans des zones localisées, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? Je crois qu'il faut faire attention, se méfier un petit peu quand même, non? Oui, on peut. Il y a eu des cas d'allergie, par exemple, aux anesthésistes locaux qui sont utilisés en même temps que. Donc l'idée, c'est des micro-piqûres avec de l'anti-inflammatoire ou un antalgique dans la zone douloureuse. Bon, ça paraît comme ça assez simple. En fait, bon, peut y avoir des risques d'allergie, des risques de contre-indication dans certains cas où ça ravive la douleur. Mieux que ce soit un peu encadré médicalement. Voilà. Quand même, et le problème de la mésothérapie, c'est qu'il y a très 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 peu d'études et elles sont pas du tout concluantes. Vous n'avez pas l'air convaincu par la mésothérapie, docteur. Non, ce que j'allais dire, c'est le niveau de preuve scientifique est proche de. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors dans le mag, il y a aussi un focus sur la musique comme un soin, notamment utilisé aujourd'hui contre la douleur. Il y a même cet effet, il est même reconnu par l'OMS. Comment on explique cet effet, docteur Lemoine, de la musicothérapie, de ce que peut provoquer la musique sur notre cerveau, notamment? C'est une vieille histoire, puisque je vous rappelle que l'inventeur de la musicothérapie, c'est le
roi David, non, qui traitait son beau-père Saül, qui était un bipolaire, avec des épisodes dépressifs, et il le traitait apparemment, d'après la Bible, avec succès. Et en fait, ce succès ne s'est jamais démenti. J'ai énormément, dans les établissements que j'ai dirigés, installé de services de musicothérapie et d'art-thérapie en général. Et comme outil de psychothérapie de groupe, c'est absolument irremplaçable. Je pense que c'est un outil extrêmement puissant. Mais vous leur faites écouter quel genre de musique? Elle se demande si ça marche avec le hard rock qu'elle aime bien. Non, mais ou le zouk. Il y a des tas de techniques, ça dépend un peu de chaque musicothérapeute, mais il peut y avoir des musiques. Alors, dans mon domaine, quel sommeil, effectivement, la berceuse, tout simplement, le soir pour endormir. On n'a pas trouvé mieux. Même les adultes. Bien sûr. Donc c'est une sorte de médicament, la musique, on peut dire ça? Ah oui, je pense vraiment. À partir du moment où vous apportez un peu de plaisir, un peu de bonheur, donc des sécrétions d'endorphines, vous faites diminuer la douleur, vous faites diminuer l'anxiété et vous favorisez l'endormissement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous faites plaisir, vous montez les endorphines et ça marche. Aline, on dit quoi de la musicothérapie dans le Figaro? On en dit du bien également, effectivement. Il y a eu aussi des études qui ont prouvé cet intérêt. Ce que je voulais dire aussi de façon un petit peu plus générale, c'est ce qu'on disait sur l'effet placebo. Si finalement, quand il y a un rapport, quand on s'occupe de vous, qu'on vous fait écouter de la musique, qu'on parle avec vous dans le cadre d'une séance d'hypnose, en fait, tout ça participe du soin. Et ce qui est très compliqué finalement, et on peut s'en rendre compte chacun d'entre nous, c'est que finalement on sait pas, et c'est pas très grave, qu'est-ce qui soigne? Est-ce que c'est telle molécule ou est-ce que c'est le fait que quelqu'un vous donne telle molécule? Vous voyez ce que je veux dire? L'attention qu'on nous porte. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple concret que tout le monde connaît, le paracétamol. Le Doliprane, on prend du Doliprane quand on a mal à la tête. En fait, quand vous regardez les études sur le Doliprane, d'un point de vue statistique, le niveau de preuve est assez faible. Il est moyen. Pourtant, je trouve que ça marche bien, moi. Eh ben, ça marche bien. Et ça marche bien pourquoi? Est-ce que pour vous, ça marche bien parce que la molécule a une efficacité clinique, ou ça marche bien parce que vous savez que ça va marcher. Et puis en fait, il y a beaucoup de choses comme ça dans les médecines alternatives. Et il faut le prendre avec une certaine bienveillance, voyez. Dites-moi, Aline, pour terminer, parce que c'est très important, qui dit médecine alternative douce, dit bien souvent repère de charlatans. Comment on fait pour les repérer? Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs? J'ai quelques conseils de bon sens. Vous allez voir un thérapeute dit alternatif. S'il commence à vous dézinguer la médecine traditionnelle, qui vous dit des choses extrêmement compliquées avec des mots ronflants que vous comprenez pas et que ça a l'air comme ça très impressionnant. Ou magique. S'il est très cher. Qui vous demande beaucoup d'argent. Là, vous méfiez, vous partez en courant. Le mot de la fin, docteur Lemoine, l'argent, ça compte. C'est le fric. Dans tout ce qui est un peu sectaire, tout ce qui est charlatanesque, la base, c'est le fric. Or, je vous rappelle que théoriquement, une vraie guérisseuse de village, elle considère que l'argent coupe le sort. Et donc, elle ne peut pas demander d'argent. D'ailleurs, vous ne demandez jamais d'argent, vous, docteur. Dans mon autre activité de coupeur de feu, qui n'est pas mon activité médicale, mais il m'arrive de traiter des infirmières, par exemple, qui ont des brûlures à cause de leur cancer du sein en radiothérapie. Alors que vous n'y croyez pas tellement, je crois. Je n'y crois pas et ça marche incroyablement bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur ces médecines douces, alternatives, complémentaires. On peut les appeler de multiples façons, en tout cas, pour tous ceux qui décident de se soigner autrement. Vous l'avez compris, il faut rester prudent. Les soins conventionnels peuvent nous aider à nous sentir mieux, mais n'y allons pas non plus les yeux fermés.